un protocole d'entente entre opérateurs économiques et les services de douane. Les marchandises, au lieu de 30% demandées par la douane, seront soumises à une taxe de 10%, et cela jusqu'à l'arrêt des écritures comptables de ce mois d'août. Le Mali et le Canada renforcent leur coopération avec la signature de 4 protocoles d'entente d'un montant de 29 milliards de francs CFA pour appuyer le développement rural de notre pays. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est au Mali pour une visite de 2 jours. Hier à Tombouctou, Antonio Guterres a appelé à la mobilisation en faveur des réfugiés de retour. Nous sommes mercredi 27 août. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons par le carnet d'audience du président de la République. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en visite dans notre pays. Antonio Guterres est venu échanger avec le chef de l'État sur la situation des réfugiés maliens et leur retour au Bercail. L'organisation onusienne dit être aux côtés du Mali pour faciliter le retour de nos compatriotes dans de meilleures conditions. Compte rendu signé Bourama Traoré. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à 130 000 exactement le nombre de Maliens qui vivent à l'extérieur suite au conflit du nord du Mali. Le premier responsable de l'organisation onusienne en a fait le point au président de la République au cours de cette audience. Ibrahim Boubacar Keïta et Antonio Guterres ont parlé du retour de nos compatriotes. Déjà, l'hôte du chef de l'État se réjouit des résultats enregistrés dans ce sens. Il y a déjà plus de 30 000 qui sont rentrés spontanément, ce qui démontre que même sans que la paix soit établie, même sans que les conditions soient créées, il y a une volonté énorme des Maliens de rentrer chez eux. Et je crois que c'est cette volonté qui doit être reconnue avec un effort que nous-mêmes, avec le gouvernement, nous allons développer. Premièrement, pour créer les conditions pour que ce retour soit durable et deuxièmement, pour appuyer tout le travail que le gouvernement va développer dans le pays en faveur des personnes déplacées. Outre le retour des Maliens vivant à l'extérieur, le président de la République et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ont échangé sur les futures négociations entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. Ces négociations qui s'ouvrent le 1er septembre prochain à Alger doivent aboutir à la signature d'un accord de paix global, paix sans laquelle toute action de développement est vouée à l'échec. Je suis très enthousiasmé par la détermination et du président et du gouvernement du Mali pour assurer le succès de ces négociations. La paix est une condition essentielle et pour la sécurité et le développement du pays, mais aussi dans mon domaine pour que les Maliens qui sont encore réfugiés à l'étranger puissent rentrer chez eux en dignité. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dit quitter Koulouba rassuré de la volonté du chef de l'État de trouver une solution définitive à la crise du Nord par la voie du dialogue. Hier, en compagnie du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés était allé à Tombouctou pour écouter et proposer des solutions à cette situation difficile que vivent les populations de retour dans la région. Leur réinsertion pose de sérieux problèmes. Récit de nos envoyés spéciaux à Tombouctou, à Ouétouré, à Nadjara, mais avec la voix de Ramata Konaté. De l'aéroport, la délégation, sans perdre de temps, s'est dirigée directement vers la salle de conférence où l'attendaient les représentants des réfugiés et déplacés de Tombouctou. Pour la seule région de Tombouctou, la guerre a fait 220 000 déplacés. 198 000 sont aujourd'hui revenus d'eux-mêmes. Pour ce premier face-à-face avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tous ont entonné sur le ton de la détresse. L'attention est du gouvernement malien et de la communauté internationale sur leurs conditions de vie. Manque de nourriture, d'eau, de soins de santé, d'emploi, d'éducation scolaire pour les enfants. Avant d'affaire, prendre les médicaments, maintenant on n'a plus les médicaments. Les médicaments là-bas c'est tellement cher, il y a toujours des maladies.
La population de Gourma, il n'a aucune assistance. Le haut-commissaire qui a fait le déplacement de Tombouctou a laissé voir toute son émotion et a pris l'engagement qu'avec le concours de toutes les parties, un début de solution sera proposé. Aujourd'hui, nous avons vu encore, dans un processus qui n'est pas organisé, parce que pour le moment c'est un processus spontané, on a vu que les Maliens veulent revenir au Mali. Et on a vu qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Alors on va travailler ensemble avec le gouvernement, le peuple malien, nos amis du système des Nations Unies, de la société civile. On va travailler, on va faire de notre mieux pour contribuer au succès de ce chemin vers la paix, la sécurité et la prospérité que je désire profondément et que le peuple malien mérite. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord, qui était du voyage, a beaucoup plus été interpellé. C'est le Mali qui a souhaité le retour de ses fils et filles, a entonné l'ensemble des orateurs et en contrepartie, le gouvernement se doit de la façon urgente de leur assurer le minimum. Nous avons écouté les familles de rapatriés, mais aussi les familles de retournés. Nous avons écouté les communautés. Ce qui ressort de tout ça, c'est l'impatience, disons, de se réinsérer. Il y a eu beaucoup de retours volontaires des différents lieux, des différentes destinations où ces familles sont allées se réfugier. Et il y a eu dans l'accueil des prises en charge qui ont eu plus ou moins de bonheur. Mais c'était lié au fait que tout ça n'était pas organisé. Maintenant, nous avons, depuis la signature des accords tripartites avec le Niger, nous avons entamé le processus des retours organisés massifs. Et ce processus va se faire très rapidement pour le Niger. Pour le Burkina, où nous sommes en entente de signature de l'accord tripartite, et la Mauritanie, où nous sommes aussi en attente de signature de l'accord tripartite, cela va se faire une fois que les accords tripartites sont signés. Ce que fait l'État, qui n'a jamais été peu, soit plus visible et ait plus d'impact. Cela, je dis dans 6 semaines, la différence sera vue. Après cette étape d'écoute et d'échange, la délégation a visité quelques sites et patrimoines de la ville des 333 saints. Antonio Guterres et Amadoune Konaté sont repartis de Tombouctou avec la ferme volonté de redonner espoir à ces Maliens victimes des effets de la crise de 2012. Je vous le disais dans les titres, fin de bras de fer entre opérateurs économiques et services des douanes sur l'application de pénalités sur les marchandises non inspectées à l'embarquement. Situation qui avait immobilisé plusieurs centaines de camions sur le corridor Bamako-Dakar. Désormais, ces marchandises seront soumises à une amende de 10% contre 30% demandée par la douane, soit une baisse de 20%, cela jusqu'à l'arrêt des écritures comptables de ce mois d'août. Les principales clauses du protocole d'accord signé hier par le directeur général des douanes et le président du groupement des commerçants du Mali. Le point avec Ramata Konaté. Après plusieurs jours de concertation, un accord est enfin trouvé entre les douaniers et les commerçants. Les deux parties ont convenu de l'application des pénalités que devront subir les marchandises non inspectées depuis leur lieu d'embarquement. Les marchandises importées non couvertes d'attention de vérification AV, alors qu'elles devraient l'être, seront soumises à une amende de 10% des droits et taxes exigibles au lieu de 30%. On a vraiment discuté avec la douane, avec Madame le ministre, il nous a compris. Il nous a facilité la tâche, vraiment, il nous a accordé certaines mesures. Et ce protocole d'accord, vraiment, ça nous conforte bien. L'innovation ici, c'est à la fois l'application et la réduction de l'amende, quand on sait que la mesure existe il y a plus de 20 ans. Il n'y a pas eu d'augmentation des droits de douane au niveau du Mali. Il s'agit pour nous d'appliquer une réglementation qui est à même de nous faciliter l'exécution du service, notamment les missions à nous assignées par le gouvernement. Essentiellement, ce sont des produits, en fait, pas de large consommation, c'est des produits qui relèvent de ce qu'on appelle la catégorie 4 du tarif extérieur commun.
Il s'agit en fait de produits qui n'étaient pas couverts par le programme de vérification des importations, donc à peu près 18% de nos importations. Les produits de luxe comme les climatiseurs, les réfrigérateurs, les carreaux et les bassins sont concernés par cette mesure. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali, de son côté, rassure que tout sera mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de prix des produits non concernés. Ça ne sera pas le citoyen lambda, comme on dit, qui a les revenus modestes, qui verra demain les prix de son assiette flamber. Et nous pensons que sur ce point, il n'y a pas à alimenter, dire que c'est une inflation galopante qui va commencer. L'exécution de ce protocole d'accord devra permettre l'accroissement de l'économie malienne, de quoi réjouir le chef du département en charge de la question. Boiré Félicite Soko a salué l'esprit qui a prévalu tout au long de ces discussions. Dès le départ, c'est ce qu'on leur a dit. La preuve, hier, moi, je les ai laissés ensemble. Je suis partie à l'Assemblée en leur disant « Entendez-vous, le résultat de vos échanges sera ma décision ». Je pense que ça prouve que c'est eux les premiers concernés. Et Dieu merci, ils ont pu s'entendre en bonne intelligence. Vraiment, je les félicite pour l'effort et l'engagement que chacun a mis dans ce processus-là pour qu'on puisse aboutir à l'intérêt général. L'accord en question précise également que les procédures de dédouanement des marchandises couvertes d'attestation de vérification AV restent inchangées. Ces mesures, selon le contenu de l'accord, s'appliquent jusqu'à l'arrêt des écritures comptables de ce mois d'août. Toutefois, commerçants et douaniers conviennent de poursuivre les échanges pour le renforcement de ce cadre de partenariat. Le Mali et le Canada renforcent leur coopération. Les deux pays ont signé cet après-midi 4 protocoles d'entente d'un montant de 29 milliards de francs CFA. Sont concernés 4 projets de développement agricole. C'était au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Notre reporter Daouda Sidiki Diarra. Les 4 protocoles d'entente qui viennent d'être signés par le Mali et le Canada portent sur un montant de 29 milliards de francs CFA. Ils sont relatifs au développement rural, à la sécurité alimentaire et au financement agricole. Le projet de formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali, le FASAM, a pour objectif d'appuyer 3 institutions de formation agricole du Mali de niveau technique, professionnel et supérieur, qui offriront des programmes de formation revus, améliorés et adaptés aux principaux besoins. Le projet Feridiara consistera à renforcer les capacités d'organisation de producteurs et productrices des régions de Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso. L'ensemble de ces projets concourt ainsi à compléter et à renforcer les acquis des interventions antérieures canadiennes dans notre pays. Cela en matière de soutien à la croissance économique. Depuis de longues dates, le Canada a toujours été un compagnon sur lequel le Mali a su toujours compter ou rebondir dans des moments difficiles. Et le soutien constant que vous apportez au Mali, surtout dans des domaines clés, aujourd'hui pour créer une croissance dans le pays, sont des soutiens fort appréciables. Ces interventions se situent en pleine ligne des priorités de développement du Mali et de la vision du gouvernement dans ce domaine. Dans la perspective d'un retour définitif et durable de la paix et de la sécurité au Mali, le Canada souhaite vivement une synergie entre les actions de ces projets et les efforts consentis par notre pays afin de relever les défis de l'amélioration des conditions de vie des populations. L'atelier sur la prise en compte du genre à l'intention des députés a eu lieu ce mercredi à l'Assemblée nationale. Cette session est organisée par le réseau des femmes parlementaires du Mali avec l'appui technique de l'Institut national démocratique NDI. L'objectif est de sensibiliser les députés hommes et femmes sur l'importance de l'approche genre et son intégration dans la gouvernance, les politiques publiques et les processus législatifs. Rachel Tessougué était présente. Sur les 147 députés à l'Assemblée nationale, on compte 14 femmes. Le gouvernement est composé de 4 femmes sur 36. C'est l'une des raisons qui explique que le Mali figure parmi les pays les moins avancés en matière de promotion de l'égalité entre les sexes.
Selon le programme des Nations Unies pour le développement, le présent atelier donne l'opportunité aux parlementaires d'échanger sur des questions du genre, des difficultés d'émergence des femmes en politique, de leur accès aux postes de responsabilité. Au regard du rôle prépondérant de l'Assemblée nationale dans l'adoption des lois et dans l'adoption du budget, il est essentiel en ce sens-là, dans l'analyse et dans l'adoption, que l'ensemble des éléments liés au genre dans toutes ces dimensions soient véritablement pris en compte. Le vice-président de l'Assemblée nationale estime que cet atelier va amplifier la voix des femmes maliennes en vue de leur assurer un essor politique, économique et social. L'adoption des mesures législatives et réglementaires favorise l'accès des personnes défavorisées aux postes électifs qui sont, entre autres, des stratégies qui permettent de mettre les femmes et les hommes sur le même pied d'égalité et de renforcer la participation politique des femmes. Au cours de cet atelier, il sera également question de l'intégration des droits humains dans les politiques publiques. Le président du Haut Conseil des collectivités a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale. Les deux personnalités ont échangé sur les voies et moyens pouvant permettre d'améliorer l'axe Bamako-Malabo et les conditions de vie des travailleurs, de travail des Maliens dans ce pays d'Afrique centrale. Amadou Dem, donc le nouvel ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale, en visite au Conseil des collectivités territoriales. C'est presque la fin du calvaire des populations de la commune 2 et usagers des routes qui la desservent. Cependant, la solution est loin d'être définitive. Pour les membres de la commission de crise, il faut s'attaquer aux problèmes de fond, état des lieux de la situation, avec le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le maire de la commune 2. Tous les deux sont au micro de Alousseni Touré. Après le déversement des ordures sur la voie publique, le ministère de l'Assainissement, le ministère de la Solidarité, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle sont mobilisés en urgence pour appuyer la mairie et pouvoir dégager les ordures. Donc aujourd'hui, la situation est qu'il y a, on peut dire, environ 80% des ordures qui ont déjà été dégagées. Les jeunes sont fortement mobilisés, les cadres de la mairie se sont mobilisés, les différents départements se sont mobilisés, le gouvernorat. Et je pense que c'est l'occasion d'essayer de travailler avec tout le monde de manière participative pour s'attaquer aux causes profondes de ce malaise-là qu'a provoqué le déversement des ordures sur la place publique. Justement, quel est le fond du problème? Le fond du problème, je pense qu'il y a différentes choses qui doivent être soulignées, mais ces choses-là, je pense que le fond, il faut vraiment que tout le monde se mette ensemble pour les déterminer. Je sais qu'en amont déjà, il y a le problème des collecteurs, il y a le problème des revendeurs de fruits et légumes qui déversent aussi directement les fruits avariés dans les caniveaux. Il y a bien entendu les faiblesses des moyens au niveau de la mairie. Il y a la question du dépôt de transit. Donc il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Maintenant que les phares sont malheureusement braqués sur la commune 2, l'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment de dire aux populations riveraines que nous comprenons tout leur désespoir. Nous savons tous les désagréments causés par ça, mais vraiment nous les appelons à un peu plus de civisme, à de la compréhension. Nous allons tout mettre en œuvre, nous allons travailler avec tous les acteurs pour que ces problèmes-là soient attaqués à la source et que des solutions durables puissent être trouvées. La situation actuellement, je peux dire qu'elle est maîtrisée. Et il y a beaucoup plus de peur que de mal. Et avec la conjugaison d'efforts de toute une structure ou de toutes les structures intéressées, nous avons pu quand même
dégager toutes les ordures qui étaient quand même dans les rues. Nous avons eu encore assez d'appui de la part de certains départements ministériels, tels que le ministère de l'Emploi et le ministère de la Solidarité. Donc avec l'appui du gouverneur et de la mairie du district, en tout cas aujourd'hui, la commune 2 est soulagée dans le mal que vivait. Partager avec l'ensemble des acteurs de l'école l'état des lieux de la scolarisation des filles et proposer des solutions en vue de faciliter l'égalité de sexe dans la scolarisation, tels sont entre autres objectifs des journées de réflexion qui ont débuté à Bamako, et ces journées qui rentrent dans le cadre de la réalisation des autres objectifs du millénaire pour le développement ont été initiées par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'UNICEF. Mamourou Sidibé, compte rendu. Ces journées de réflexion sur la scolarisation des filles ont pour objectif de partager avec l'ensemble des acteurs l'état des lieux de la scolarisation des filles SCOFI et d'adopter une méthodologie commune de conduite des activités. L'UNICEF demeure convaincu que l'atteinte des objectifs 2 et 3 du millénaire, à savoir l'OMD 2, donner à tous les enfants, garçons et filles les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires, et l'OMD 3, éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaires d'ici 2005, si possible à tous les niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard, constitue un socle qui favorisera sans nul doute la réalisation des autres OMD. Des résultats ont été déjà atteints grâce aux efforts déployés par les acteurs et partenaires impliqués dans la promotion de la scolarisation des filles. Cependant, au regard de la statistique du ministère en charge de la question, les progrès réalisés sont loin de suffire. En 2013-2014, le taux brut d'admission au premier cycle est de 55,3%. Il s'agira pour vous d'identifier les goulots d'étranglement et d'envisager des perspectives à travers un diagnostic sans complaisance et un plan d'action dont la mise en œuvre nous permettra d'aller de l'avant. Les acteurs et partenaires agiront de manière décisive à l'atteinte d'une meilleure scolarisation des filles. Il faut que les Maliens sachent que la question du Nord est d'abord une question nationale et qu'ensemble, ils doivent défendre leur pays et empêcher que rien, alors rien ni personne d'autre ne les prenne en otage. Ces propos sont du ministre de la Réconciliation nationale qui était face ce matin aux femmes du Mali et aux cadres prenant part à 2 ateliers d'échange sur les stratégies de négociation et de retraite stratégique sur la politique de réconciliation nationale. Un extrait des propos du ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed à l'ouverture des travaux, et c'est au micro de Moussa Hari Meiga. La réconciliation, faut-il le rappeler, est au cœur de l'action gouvernementale. Il est le plus grand défi que notre pays doit relever, à l'instar du défi du développement et de la sécurité pour tous. En cela, le chef de l'État, son Excellence El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, a indiqué la voie à suivre à travers la vision qu'il a fixée. Pour son atteinte, il vous revient de réfléchir sur les axes stratégiques qui devront être déclinés en actions à réaliser à court, moyen et long terme. Élément fondamental de fondation d'une politique nationale participative. En effet, la réconciliation nationale est un processus complexe qui acquiert l'adhésion de tous les Maliens, de tous les secteurs de la société. Pour cela, elle requiert que l'on visite notre histoire millénaire pour mesurer et apprécier d'une part les énormes sacrifices consentis par les différentes couches qui ont bâti la nation malienne et d'autre part de reconnaître aussi les faiblesses qui ont jalonné notre parcours pour enfin s'en inspirer et corriger et aboutir à une véritable cohésion sociale. La réconciliation nationale revêt plusieurs contours.
politiques, sociaux, culturels, religieux et économiques. À travers vos discussions et échanges, vous devrez tracer le cadre d'intervention de tous les acteurs qui œuvrent à consolider l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble cher à tous les Maliens. Mesdames et messieurs, Moussa Arimeiga que nous retrouverons dans un reportage complet sur ces deux ateliers. À l'occasion de la reprise des pourparlers intermaliens d'Alger le 1er septembre prochain, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, invite l'ensemble des leaders religieux à organiser vendredi prochain, dimanche et jour suivant des séances de prière et de bénédiction à travers tout le pays. À cet effet, une prière collective sera organisée vendredi prochain, donc 29 août à partir de 16h à la grande mosquée de vendredi de Bamako. Tous les fidèles musulmans y sont conviés pour implorer Allah le miséricordieux afin qu'il agrée nos dévotions et étende sa grâce sur notre pays. Et cet autre communiqué toujours du ministre des Affaires religieuses et du culte sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane que le mois lunaire Zulhoïda ou Seli Fouranche Kalo a débuté au Mali aujourd'hui, mercredi 27 août. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a amélioré sa production sanguine au 30 juin 2014. Plus de 21 000 poches de sang ont été prélevées grâce à certaines activités, dont la 6e édition de l'opération Mon sang pour les autres. Compte rendu Agali Aguissa. Le Centre national de transfusion sanguine compte parmi les sentinelles de prévention au moment où 4 pays de l'Afrique de l'Ouest font face à une épidémie hémorragique d'Ebola. Et c'est dans ce contexte que se tient cette 22e session du conseil d'administration du centre. À la lumière des rapports, le bilan des activités au 30 juin dernier est encourageant. Le semestre écoulé a vu le CNTS nettement augmenter sa production en produits sanguins labiles. 10 421 unités de concentré de globules rouges, 786 unités de plasma frais congelé et 160 unités de plaquettes ont été préparées. Plusieurs collectes mobiles de sang ont été organisées à travers le pays. Le budget du CNTS pour l'exercice 2014 était équilibré en recettes et en dépenses à 860 479 257 francs CFA. Le CNTS a pu mobiliser près de 50% des ressources. Ces résultats ne doivent point masquer les difficultés auxquelles le centre est confronté. Il s'agit entre autres de la non-pérennisation du financement de l'activité transfusionnelle. Malgré les déficits en ressources humaines, des lueurs d'espoir sont perceptibles pour ce second semestre 2014. Parmi les importantes perspectives qui vont au cours du second semestre 2014, améliorer de façon significative l'environnement du secteur transfusionnel malien, on peut citer la réception de la banque de sang de l'hôpital du Mali, la construction d'une banque de sang à l'hôpital régional de Mopti à Sévaré. Le Centre national de transfusion sanguine est un établissement public à caractère scientifique et technologique animé par 85 agents. Les acteurs de la décentralisation sont outillés sur les textes de création et d'organisation des agences de développement rural. C'est à la faveur d'une rencontre nationale organisée par le ministère de la décentralisation et de la ville en partenariat avec le commissariat au développement institutionnel à Ségou. Les travaux étaient présidés par le ministre de la décentralisation, le ministre Ousmane Sy, et c'est un reportage de Fousseni Samaker. Dans le cadre de la décentralisation, chaque région du Mali doit être capable de se développer à travers des agences de développement rural. C'est pourquoi le ministère de la décentralisation et de la ville, en partenariat avec le commissariat au développement institutionnel et leurs partenaires, ont initié cet atelier de validation des projets de textes de création et d'organisation des agences de développement rural à Ségou. Il faut qu'on comprenne tous que notre pays a un tournant. Ce pays attend le changement depuis longtemps.
chacun de nous, individuellement, collectivement, parle du changement. Mais il va falloir le mettre en œuvre. Et un des grands projets de changement, c'est la décentralisation. Les échanges ont porté essentiellement sur les expériences en matière d'agences de développement régional, le projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des agences de développement régional, entre autres. Dans la logique de la décentralisation, qui met le territoire en avant, je crois que le fond que nous devons, au-delà des difficultés des textes, au-delà des ambiguïtés des textes, au-delà de toutes les interprétations qu'on peut faire des textes, si on a ces objectifs politiques en vue, on finit toujours par trouver la solution. La rencontre de Ségou s'inscrit dans la politique de la décentralisation et le développement rural initiée par le gouvernement du Mali. En 5e région, les actions de l'État en matière de santé sont à saluer, même si des efforts restent à faire. C'est le constat fait par une mission de la Commission de la santé, du développement social et de la solidarité de l'Assemblée nationale. Nous retrouvons Moustapha Doumbia depuis Mopti. Cette visite de terrain de la Commission de la santé, du développement social et de la solidarité de l'Assemblée nationale a pour objet de s'imprégner de l'application des lois et textes réglementaires en matière de santé et de développement social, puis de recenser les besoins des structures en question. La visite a concerné les centres de santé de référence de Djéné, les centres de santé communautaires de Sofara dans les cercles de Djéné, les centres de santé de référence de Mopti et l'hôpital Sominé Dolo. À toutes les étapes, vraiment, nous avons été édifiés et nous sommes conscients que beaucoup est fait. Vraiment, le gouvernement a fait beaucoup. Nous avons vu l'engouement qu'il y a par rapport à l'AMO et à l'application de l'AMO sur place. La gratuité de la césarienne, nous avons vu qu'elle est effective un peu partout. À chaque étape de la visite, la mission a échangé avec les personnels de la santé et du développement social. De ces échanges, il ressort que les principaux problèmes sont relatifs à l'insuffisance des ressources humaines, le manque de matériel et de logistique. Les problèmes qui ont été signalés peuvent avoir des solutions, même si l'Assemblée n'a pas la solution. Mais l'Assemblée quand même est un interlocuteur pour aller dire à qui des droits. Parmi les autres difficultés évoquées dans certains centres de santé visités, on peut noter la non-disponibilité de l'électricité en permanence, le manque d'eau potable et les faibles taux de fréquentation des centres de santé communautaires. Faire de la culture une source de croissance et d'opportunités d'emploi pour les jeunes en milieu rural, telle est l'ambition de l'Agence nationale pour l'emploi dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes. Elle vient d'accompagner les jeunes de Sané. Sané, c'est dans la commune rurale de Kouri pour la réalisation de leur micro-projet de pisciculture par la fourniture d'alevin. Nous retrouvons dans la zone le reportage de Bambi Idrissa Touré. Ils sont 20 jeunes du village de Sané et environ à bénéficier de cet appui en alevin d'environ 3 000 offert par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'appui pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes en milieu rural. Ce programme a été initié vraiment sur une demande de la mairie de Kouri qui nous a saisi par rapport au problème d'emploi des jeunes. Donc c'est pour cela nous avons obéi à leur demande donc, en faisant cette activité d'empoisonnement et puis de formation qui va suivre pour au moins une vingtaine de jeunes de la localité. Les jeunes bénéficiaires vont suivre des formations sur les techniques d'élevage des poissons en vue de leur permettre de s'insérer dans cette activité qui devient de plus en plus un secteur d'emploi et surtout revenu dans le développement économique local. Un sentiment de fierté et de grande satisfaction parce que ça va être un plus pour la population non seulement de ma commune mais singulièrement du village de Sané. Aussi, les jeunes sont en train de se préparer pour cette activité. Le chef de village, à la suite du maire, s'est réjoui de cette initiative de l'Agence nationale pour l'emploi qui permettra d'abord de réduire l'exode rural des jeunes d'une part et d'autre part contribuer à l'essor de l'économie locale.
L'Organisation internationale du tourisme social, OITS, installe le bureau de sa section Afrique à Bamako. Les responsables de la section Afrique étaient face à la presse pour expliquer ce choix, le choix de notre pays, et informer davantage les journalistes sur la création et les objectifs de cette organisation internationale dont le siège se trouve à Bruxelles, en Belgique. Cheikh Oumar Sangaré était présent. L'installation du bureau de la section Afrique de l'Organisation internationale du tourisme social au Mali, tel était le thème central de cette conférence de presse. Les journalistes ont été édifiés, entre autres, sur les raisons de la création de l'OITS, son intérêt pour l'Afrique, ses missions et visions pour le développement du tourisme social et solidaire et le choix de notre pays pour abriter son bureau Afrique. L'OITS prône un départ en vacances pour tous. Le but de notre organisation est de favoriser le développement du tourisme pour tous, aussi bien au plan national qu'international. La défense et la représentation des intérêts du tourisme social et solidaire à travers le monde. L'Organisation internationale du tourisme social installe son bureau Afrique au Mali au moment où les politiques et stratégies convergent vers la promotion de nouvelles formes de tourisme, dont le tourisme social. C'est pourquoi le département en charge du tourisme s'engage à accompagner cette organisation. D'ores et déjà, je puis vous assurer que mon département est conscient de l'importance et des impacts positifs de la diversification sur le développement durable du tourisme. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner dans vos efforts énormes de promotion des nouveaux concepts. L'OITS compte actuellement plus de 150 organismes membres répartis dans 35 pays d'Europe, de l'Amérique et d'Afrique. Sport football, les Aigles du Mali joueront contre le Malawi le 6 septembre et contre l'Algérie le 10 septembre. Ces rencontres comptent pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Pour ces matchs, 23 joueurs ont été sélectionnés. Pour le choix de cette liste, Henri Kasperzak, sélectionneur des Aigles du Mali, a tenu un point de presse, une conférence de presse suivie par notre reporter Abdulkarim Kaba. 23 joueurs sont sélectionnés, dont 2 qui font leur première apparition avec les Aigles. Abdoulaye Traoré de Djoliba AC et Alassane També de Courtrai en Belgique. C'est la liste dévoilée par le sélectionneur Henri Kasperzak. Un choix pour atteindre l'objectif qui est la qualification à la CAN 2015. On a bien analysé, on a bien réfléchi. Maintenant, vous savez, des erreurs, on fait toujours. Là. On va voir comment ils vont se comporter dans les 2 matchs. Espérons que les joueurs qui seront à hauteur de leur ambition, leur bien sûr aussi ambition pas uniquement des joueurs, mais aussi l'ambition des pays, l'ambition de la fédération, parce que c'est vrai que on nous considère comme les favoris, donc on doit se comporter comme les favoris, bien sûr, de l'ego. Pour le match inaugural contre le Malawi le 6 septembre ici à Bamako, le sélectionneur s'est dit confiant. On va avoir les renseignements nécessaires de la part de Cheikh, de la part Patrick, de la part Magasuba. Et donc, puis en plus, vous savez, moi j'ai un appareil spécial pour voir aussi tous les matchs. Donc, il n'y aura pas de surprise. On suit des équipes. On est prêt à, bien sûr, avoir maximum de renseignements. Et on passera toutes les informations en ce qui concerne toutes les équipes, les 3 équipes qui sont dans notre groupe. Sur la demande de délocalisation du deuxième match contre l'Algérie, introduite par la FIFA Foot, Henri Kasperzak s'est exprimé. Ça prouve que on fait attention à cette situation, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc il faut protéger aussi notre équipe nationale, les joueurs. Donc c'est normal, c'est logique que la fédération malienne a bien réagi. Moi je suis pour. De toute façon on a discuté avec le président. Tout de suite on a tombé d'accord réagir dans cette manière. Assuré pour venir à Angers pour jouer les matchs bien sûr de football. L'absence de certains habitués de la sélection, tels que Adama Coulibaly Police, Samba Diakité, Soumela Diakité, s'explique selon les sélectionneurs par le manque de jeu dans les jambes pour les uns et une demande de temps de réflexion pour les autres. Les joueurs sont attendus au centre Ousmane Traoré de Kabbalah le lundi 1er septembre.
Les entraînements commencent mardi soir et c'est là jusqu'au vendredi 5 septembre. Mali-Malawi se jouera samedi 6 septembre 2014 au stade du 26 mars à partir de 19h. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, Amara, Mali Diallo, 18h-20h, Aoui Touré. Excellente nuit à tous. Au revoir.